Un bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. Voici le sommaire de l'actualité de ce samedi. Le président de Guinée-Conakry, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, a clos ce samedi une visite de 3 jours qu'il effectue au Rwanda, une occasion pour les deux pays de réaffirmer leur détermination à renforcer la coopération pour le bien des deux peuples respectifs. Au sommaire également, les opérateurs économiques rwandais et étrangers estiment que la communauté économique des États d'Afrique centrale doit faciliter davantage la libre circulation des personnes et des biens pour mieux exploiter les ressources dont regorge la région. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le président de Guinée-Conakry, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, a clos ce samedi une visite de 3 jours qu'il effectue au Rwanda, une occasion pour deux pays de réaffirmer leur détermination de renforcer la coopération pour le bien des deux peuples respectifs. Jean Damascène Maléching fait le point. Au terme de son périple de 3 jours au Rwanda, le président de Guinée-Conakry, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, a été accompagné à l'aéroport international de Kigali par le président rwandais Paul Kagame et la première dame Jeannette Kagame. Cette visite du président guinéen est présentée par les deux parties comme une excellente occasion de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Rwanda et la Guinée-Conakry, comme l'ont souligné les deux présidents Paul Kagame et Mamadi Doumbouya. Bien avant, Monsieur le Président et moi, nous sommes entretenus et nous avons eu des échanges fructueux. Ce que le Rwanda et la Guinée visent, c'est la prospérité, la paix et la sécurité pour nos citoyens. Je voudrais ici aussi vous réitérer, Monsieur le Président, toute notre volonté de travailler avec vous, parce que vous avez eu confiance en nous et vous êtes l'un des premiers présidents à se déplacer, à venir à Conakry chez nous, en ayant confiance en nous, et vous avez cru en nous. Je pense sincèrement que vous ne vous êtes pas trompé. Et pour vous dire que le peuple de Guinée et tout son gouvernement, nous allons tout faire pour renforcer la coopération qui existe déjà entre nos deux pays. Dans le secteur des télécommunications, nous travaillons là-dessus, dans le secteur des infrastructures et surtout dans le secteur de transport. Pour cimenter leurs relations, le Rwanda et la Guinée ont déjà ouvert leurs ambassades, aussi bien à Conakry qu'à Kigali, un signe de la détermination affichée de rendre davantage productifs les échanges entre les deux nations. Excellences, Messieurs les Présidents, sous votre leadership, nos deux pays amorcent une partie importante de leur vie dans tous les domaines, notamment social, économique et politique. Ceci sur la base de la foi en l'Afrique et en ses capacités intrinsèques et totales. Ceci se traduit par cette exceptionnelle coopération, et mon frère l'a dit tout à l'heure dans tous ces détails. Nous avons, sous votre leadership, Excellences, Messieurs les Présidents, développé des projets et des stratégies dans tous les domaines, et cela se vérifie par la présence forte de la délégation guinéenne avec plusieurs ministres ici présents. Excellences, Messieurs les Présidents, les relations fraternelles entre vos deux personnalités ont facilité et même revigoré les échanges entre les techniciens, et ceci dans les deux gouvernements. Nos deux pays ont beaucoup à échanger et les domaines, nous sommes d'accord avec notre frère que tous les domaines sont sensibles pour cette coopération. Et c'est pourquoi, pour traduire ces engagements en actions concrètes, nous sommes tout à fait d'accord et nous l'avons proposé avec, sous l'instruction de Monsieur le Président, le général Mamadi Doumbouya, de tenir cette année la grande commission mixte de coopération entre nos deux pays, pour que de la théorie nous passions aux actes concrets. Excellences, Messieurs les Présidents, je voudrais porter à la connaissance du chef de l'État de la République de Guinée, son Excellence général Mamadi Doumbouya,
que nous avons bénéficié de tous les égards, de tout le respect et de toute la dignité liée aux relations que vous avez développées avec votre frère, son Excellence, le président Paul Kagame. Nous sommes donc prêts à continuer à exécuter vos instructions dans le but de donner aux deux peuples, le peuple rwandais et le peuple guinéen, ce que vous ambitionnez pour eux, c'est-à-dire le développement, la paix et la sécurité. Au cours de sa visite au Rwanda, le président guinéen Mamadi Doumbouya a visité également le site mémorial du génocide commis contre les Tutsis, Gisozi, dans la ville de Kigali. Le général Doumbouya a exprimé au nom du peuple guinéen, en son nom propre, compassion et respect face à la résilience du peuple rwandais après ce drame du génocide commis contre les Tutsis. Cette semaine qui s'achève aura été marquée au Rwanda par la 19e édition du dialogue national Umushyikirano. Certains diplomates africains qui ont pris part à ce dialogue estiment qu'une telle plateforme est d'une importance particulière dans la recherche des réponses aux défis propres, et ce qu'ont laissé entendre respectivement les ambassadeurs du Sénégal et du Congo-Brazzaville au Rwanda. À l'instar d'autres initiatives que l'on trouve ici au Rwanda, tels que Umuganda, tels que Ubude, tels que Girinka, toutes ces pratiques-là que le Rwanda a adaptées, si vous voulez, de sa tradition, je trouve que Umushikarano également est quelque chose qu'il faut exporter. Parce que dans la majeure partie de nos pays, très souvent les gens se plaignent qu'il y a une rupture entre les élites et les populations. Très souvent, il y a que les dirigeants sont accusés d'être dans une bulle, alors que les populations sont très souvent dans des difficultés. Or, ce genre de dialogue-là, il me semble, est une parfaite illustration de ce que devrait être une bonne gouvernance, à savoir que les populations parlent directement, sans intermédiaire, aux autorités, et que ces autorités-là parlent également directement aux intermédiaires, et cela permet de régler les problèmes. Écoutez, il n'y a pas un pays où cela marche à 100%. Cela n'existe pas dans le monde. Or, ce dialogue-là permet quand même, pour les populations et pour les autorités, de tirer, si vous voulez, au clair le fait qu'effectivement il y a des problèmes et que les gens essaient de résoudre ces problèmes. Donc, à mon avis, Umushyikirano est un modèle qu'il faut évidemment exporter dans tous les autres pays. Moi, j'ai souvent vu des missions, parce que ce n'est pas ma première édition, hein. Moi, je suis peut-être à ma 7e édition. J'ai parfois vu des délégations venir des différents pays africains et prendre part. Et ça peut, peut-être à la langue ou comment, faire que les gens essayent de bien regarder, peut-être pourquoi pas s'en inspirer. Parce que c'est des moments très très importants. Là, je vous disais, hein, sur la définition de la démocratie, je ne sais pas, est-ce qu'on ne doit se tenir qu'à son volet électoral quand on a voté? Aujourd'hui, on sait comment on vote avec les machines et autres. On a vu ça même dans des grandes puissances. Hein. Les grandes puissances, on a vu les contestations d'élections et autres. Or ici, ce n'est pas l'élection. Parce que la démocratie, c'est quoi réellement? Que veut le peuple? C'est qu'il soit bien géré. Que le gouvernement puisse satisfaire à ses besoins. Les besoins du peuple, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit là, les écoles, l'hôpital, qu'ils soient logés, bien abrités, avec les intempéries aujourd'hui, avec le changement climatique, avec beaucoup d'autres choses. Le peuple ne veut que sa sécurité, avec grand S. Et c'est ceux qui sont là, en charge des affaires, les gouvernants qui doivent lui assurer cette sécurité. Donc voilà par exemple le Umushyikirano. C'est un moment qu'on a chaque année qui permet de vérifier est-ce que les missions que s'est assigné le gouvernement pour satisfaire les besoins du peuple ont été remplies ou non. Et vous avez le président qui est là lui-même. Et chaque ministre répond. Et chaque dirigeant répond aux questions qui sont posées par le peuple, par tout le monde. C'est très important.
On continue avec l'actualité pour parler des opérateurs économiques rwandais et étrangers qui estiment que la communauté économique des États d'Afrique centrale doit faciliter davantage la libre circulation des personnes et des biens pour mieux exploiter les ressources dont regorge la région. Le point avec Jean-Damascène Maïchim. Georges Dinga de la société Next Gen Developers Limited opère au Rwanda dans le domaine de la construction des logements. Il est d'avis que beaucoup reste à faire pour que le climat des affaires prospère dans les pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CAC en sigle. Concernant notre programme, le gouvernement a facilité dans deux endroits. Il nous a donné l'argent aussi pour nous faciliter et il a aussi apporté l'argent pour les infrastructures. Donc ça nous a aidé à réduire le coût que les citoyens vont avoir de maison. Donc c'est un très grand apport qui nous a facilité pour avoir des maisons à un prix abordable. Donc maintenant on est dans la position de donner des maisons entre $10,000 et $40,000 et c'est ce que le Rwanda en a besoin. Et j'appelle à mon confrère partout en Afrique que le Rwanda a une unique solution pour apporter un grand support aux investisseurs. Quand tu investis, il y a quelque chose ici à Rwanda qui est souvent n'est pas présent dans beaucoup de pays en Afrique. La sécurité. Et la sécurité de propriété, la sécurité d'investissement et la sécurité des biens et des peuples. Ce point de vue est partagé par Madame Gloria Kamanzuizera, présidente du chapitre Rwanda du Haut Conseil des affaires de la CEAC, qui indique que les échanges dans la sous-région restent compromis par tant d'obstacles qui doivent être surmontés pour le bien des citoyens de la communauté. Le rôle aussi sera aussi d'apporter aussi certaines facilitations à chaque pays, de comprendre au juste leurs défis qu'ils font face. En tant que présidente du chapitre du HCA, le HCA c'est le Haut Conseil des affaires, ça sera ma responsabilité d'être en contact avec les citoyens rwandais qui sont dans ces pays de l'Afrique centrale pour qu'on sache quels sont les défis ou bien d'autres types de problèmes qu'ils font face pour que nous puissions aussi pouvoir porter leur voix au niveau de nos autorités, soit du président, de tout le comité du Haut Conseil et aussi auprès de chaque pays de la région. Depuis bien de jours, le Rwanda a ouvert ses portes aux investisseurs étrangers avec une particularité des Africains qui ne doivent pas payer les visas d'entrée dans le pays. Pour Jean-Malik Kalima qui a investi dans le secteur minier, cette ouverture a déjà profité à certains opérateurs privés de la sous-région. Je crois que, comme j'avais dit, j'ai parlé de la raffinerie. J'ai même parlé comment on va faire du Rwanda un hub pour raffiner l'or surtout, parce que c'est un business qui peut facilement être bien capté par la plupart des pays faisant membre de cette communauté. Et on pense bien que c'est possible parce qu'on a déjà essayé. Il y a certains pays faisant partie de cette communauté qui ont commencé déjà à nous amener leur or pour les raffiner. On peut raffiner, nous gagnons aussi les services. On peut aussi même raffiner et acheter. Tout ça, ça va être possible. Envoyer un peu les trends, voilà les statistiques, comment ça se passe. Je pense que c'est quelque chose qui pourra marcher et qui va être un win-win situation. Le commissaire au marché commun affaires économiques et monétaires et financières de la commission de la CEAC, François Kanimba, estime que les pays de la communauté ne doivent pas se contenter des accords signés, mais qui restent lettres mortes. C'est vrai que le commerce intra-régional au niveau de la communauté des États de l'Afrique centrale, par rapport aux autres communautés économiques régionales sur le continent, est le plus faible.
Et comme on est là, en termes d'indicateurs, ça ne représente que 3% du commerce total des pays de l'Afrique centrale. Alors qu'au niveau de l'Afrique de l'Est, par exemple, nous sommes à peu près à 20%. Au niveau de tout le continent africain, on est à 17%. Donc vous comprenez qu'effectivement, il y a un retard considérable au niveau de la promotion des échanges intrarégionaux. Alors, mon analyse sur les facteurs déterminants qui expliquent cela est basée sur deux choses. La plupart des pays de la région, ce sont des pays exportateurs de pétrole ou de minerais. Et puis, ce sont des pays en général qui sont sous-peuplés. Quand vous analysez la tendance et la façon dont ces pays fonctionnent, ils exportent le pétrole et les minerais, ils reçoivent beaucoup d'argent qui suffit pour financer le fonctionnement de l'administration. Et quand vous regardez dans le passé la façon dont les gouvernements de ces pays ont focalisé sur la promotion des petites et moyennes entreprises pour diversifier l'économie à travers les exportations dans la région, ça a été vraiment un échec. La Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC en sigle, compte 11 pays avec une population de plus de 270 millions d'habitants, un marché assez large pour le développement des échanges dans la région. La secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, déclare que la corruption est l'une des préoccupations de l'organisation, puisqu'elle est à l'origine des crises politiques et sécuritaires que connaît le monde francophone aujourd'hui. Mme Louise Mushikiwabo s'est exprimée au lancement des conversations francophones. La corruption est un sujet de justice, c'est un sujet économique, et c'est un sujet d'équité. Il y en a qui pensent que c'est un sujet moral aussi. Et c'est donc un aspect qui mine l'action de nos États, surtout les services de base à nos citoyens. Nous écoutons nos citoyens quand nous voyageons un peu partout dans l'espace francophone. Et les services de base sont un des sujets sur lesquels la jeunesse aussi francophone, dans notre consultation, a montré que les services de base aux citoyens sont une opportunité pour les corrompus. Et donc, nous allons aborder tous ces sujets avec les spécialistes. Partout dans le monde, cette défiance citoyenne est en progression. Elle se manifeste sous plusieurs formes, mais c'est un sujet qui nous préoccupe, comme j'ai dit ici à l'OIF, à travers notre direction chargée de la gouvernance et des affaires politiques. Et nous avons voulu donc aujourd'hui l'aborder en famille, sans tabou, et nous sommes très, très heureux. Je profite de cette occasion pour remercier très spécialement le président de la République des Seychelles, qui est un homme qui a signé son mandat politique et la gouvernance de son pays dans l'encre de la lutte contre la corruption. Nous sommes ravis de l'avoir comme personnalité de haut niveau qui va nous donner quelques astuces, qui va nous parler de l'expérience de son pays. Mais je me réjouis de voir que dans la famille francophone, nous avons quelques bons exemples qui peuvent être partagés. C'est notre objectif aussi, c'est de pouvoir mettre à disposition de tous nos États et gouvernements et de nos citoyens aussi tout ce qui est bonne pratique dans ce domaine de grande importance pour notre espace. Je voudrais revenir au sujet de la jeunesse. La jeunesse, dans notre espace, nous dit qu'elle devient un peu cynique, qu'elle
elle perd l'espoir, qu'elle n'a plus confiance dans les dirigeants. Selon le président des Seychelles, tous les États devraient faire de la lutte contre la corruption une priorité car avec elle, aucun développement n'est possible. Aujourd'hui, la corruption est un phénomène qu'on ne présente plus. Elle existe partout, à des degrés divers, dans les pays les moins développés comme dans les pays développés. Elle se manifeste sous des formes multiples comme le favoritisme, le clientélisme, la concussion, les pots de vin, le détournement des deniers publics et de des manières que Louise a bien décrit. Elle touche de nombreux secteurs, qu'ils soient publics ou privés. Elle peut concerner ou implique le citoyen ordinaire comme elle peut concerner le fonctionnaire subalterne ou des agents très haut placés dans les structures de l'État. La corruption est un mal qu'il faut combattre à tout prix parce qu'elle inflige un coût très élevé à nos sociétés, soit financièrement, politiquement, économiquement et moralement. Elle ronge les rouages des institutions publiques. Elle mine la confiance des citoyens, dilue les efforts d'aide envers les plus démunis. Elle creuse les inégalités sociales, sape les fondements de la démocratie et malheureusement freine l'énergie des entrepreneurs. Elle brise trop de rêves, elle gâche la vie des autres et plombe les perspectives de vie de millions de personnes qui sont souvent les plus démunies et les plus vulnérables. La corruption réduit la portée des grands desseins comme les objectifs de développement durable ou la Déclaration des droits de l'homme dont on vient de célébrer les 75 ans. Elle amplifie les effets des fléaux tels que les inégalités économiques et injustices sociales, le changement climatique ou les conflits armés. Elle est un terreau dans lequel se nourrit le crime organisé, elle gangrène les sociétés et vide la citoyenneté de tout sens. La Fédération rwandaise de cyclisme et la société Mobile Money Limited de l'entreprise de communication ont signé des accords de partenariat dans le cadre de compétition internationale de cyclisme Tour du Rwanda édition 2024. Les deux parties sont convaincues que ces accords vont permettre à faire davantage progresser cette compétition. Kassim Youssouf nous en dit plus. La 16e compétition cycliste Tour du Rwanda débute dans 23 jours. Une course de vélo qui, depuis plus de 5 ans, est placée au niveau 2.1 et met aux prises des équipes de première division du cyclisme mondial. La Fédération rwandaise de cyclisme et la société de communication MTN Momo ont signé ce jeudi des accords de partenariat de 2 ans permettant à cette entreprise d'être le 2e partenaire de catégorie Silva après la franchise Forza. Ces accords se réfèrent à l'aide financière, à l'appui technique et tout ce qui sera accordé à la compétition cycliste Tour du Rwanda. La direction générale de la Fédération rwandaise de cyclisme indique que la course de vélo est la compétition qui est très proche des citoyens et se réjouit d'avoir divers partenaires. La direction de la société Mobile Money Limited indique de sa part que c'est pour elle l'honneur de travailler en partenariat avec le Tour du Rwanda. Le directeur général du Tour du Rwanda, Freddy Kamuzinzi, indique que la compétition de cette année est spéciale par le fait du partenariat avec la société Momo Limited d'une part et l'organisation du championnat du monde de cyclisme l'année prochaine d'autre part. Le partenariat que nous avons avec MTN est un partenariat très stratégique, je vais dire d'un point de vue d'abord
télécommunications, comme je l'ai annoncé, parce que MTN est quand même le géant de télécommunications au Rwanda, déjà. Ils offrent un éventail de services très, très important. Et nous, en tant qu'organisateurs du Tour du Rwanda, nous avions pour mission cette année déjà de couvrir le Tour en direct, ce qui nécessitait justement d'avoir un partenaire très fiable et qui nous permettrait justement d'atteindre cet objectif. Donc déjà, ça c'est l'un des points du partenariat que nous avons signé avec MTN, où MTN va vraiment nous apporter leur assistance technique, leur appui technique pour pouvoir fournir une couverture en direct de la compétition. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans un cadre de justement de s'aligner avec toute la politique de créer un environnement qu'on appelle, je ne sais pas comment le dire en français, mais cashless. C'est important effectivement d'introduire la solution mobile money de MTN. Et je pense qu'à partir de là, MTN a vu un intérêt très important de pouvoir le faire à travers le Tour du Rwanda. Et nous aussi, comme c'est quand même une obligation, on va dire, sociale également, c'était aussi important qu'on puisse établir ce partenariat avec MTN et pouvoir justement aider MTN à pouvoir faire arriver ce service à une majorité de la population. Et à propos du Tour du Rwanda 2004, donc les préparatifs et la particularité de cette année. Oui, les préparatifs, on va dire que la formule est toujours sur 8 jours, bien évidemment. Nous avons quelques particularités. Les deux premières particularités que nous avons, c'est dans notre circuit du Tour du Rwanda, dans notre parcours du Tour du Rwanda. Nous avons en fait introduit les deux circuits qui seront utilisés lors des mondiaux en 2025. C'est-à-dire le premier jour du Tour du Rwanda, nous avons un contre-la-montre par équipe. Et le dernier jour, nous avons, on va dire, une compétition route qui en fait sont les deux, on va dire les deux parcours, les deux compétitions qui seront reprises lors des mondiaux en 2025. Ça c'est la première particularité. La deuxième, je l'ai évoqué un peu, c'est en parlant de la couverture directe d'une partie de notre parcours, ce qui est important. Si vous vous souvenez bien, on avait commencé l'année passée avec 2 étapes. Donc cette année, on a pour ambition de faire beaucoup plus. Ça aussi, c'est très important parce que ça nous permet également de pouvoir, on va dire, augmenter notre aura à l'international. Donc ça, c'est très important. Et enfin, une particularité à noter, c'est on va dire le plateau des équipes qui sont sur le Tour du Rwanda. Je pense que si vous voyez, c'est des équipes des très fortes équipes. Mais surtout, nous avons aussi mis, on va dire, une attention particulière à accueillir un maximum d'équipes africaines. Tout ça encore dans le cadre également des mondiaux en 2025, parce qu'on se dit que ce sera la première fois sur le continent africain et il faut pouvoir donner aussi la chance aux équipes africaines, donc aux nations africaines, je veux dire. Donc là, c'est aussi une des approches que nous avons eues en faisant venir sur le Tour un maximum d'équipes nationales africaines. Mais enfin, sans oublier que dans notre parcours, nous avons introduit un contre-la-montre individuel qui est en milieu, on va dire, de parcours, des 8 jours, qui, à notre sens, pourrait également jouer un rôle important sur le classement général. Donc, on se dit que ce sera effectivement un moment très important qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, on va dire, changer les cartes et permettre justement un nouveau souffle de compétition et pourquoi pas aussi changer le leader du classement général le dernier jour. Le coup d'envoi du Tour du Rwanda 2024 est prévu le 8 février et va s'étaler sur 8 jours avec 20 équipes en provenance de différents pays du monde. Cette compétition cycliste va se dérouler au moment où le Rwanda se prépare à accueillir le championnat mondial de cyclisme 2025. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. C'est par ici que clôture notre édition. Au nom de toute
l'équipe qui a réalisé cette grande édition. Je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.